Alors là, c'est merci à ma petite Louloute, hein, c'est ma fille, hein. D'où le nom effectivement de la marque Malouloute. Elle est rentrée un jour de l'école et une de ses copines en classe a eu ses premières règles et elle ne savait pas ce que c'était. Et donc là, elle me parle de cette situation et je lui dis écoute, pas de souci, il y a forcément un kit qui existe, donc je vais forcément sur internet, je cherche, je me dis bon en France il y a pas, je prends l'Europe, bon il y a pas, je regarde dans le monde, bon il y a pas. Et là je me dis mince, ça n'existe pas. Je me dis mais comment font les autres? Et à un moment, donc, le soir, au bout de 2 semaines de recherche, je trouve pas. Et le soir, donc à table, on était tous à table, et puis je dis écoutez, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je vais créer un kit première règle pour les jeunes filles pour les accompagner. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de succès. Chaque jeudi à partir de 6h du matin, je retrace avec une ou un invité son parcours de vie qui l'a mené à son succès depuis la petite enfance jusqu'à aujourd'hui. Je suis Fabrice Florent, dans la vie je produis des podcasts d'interviews et de discussions et je crée des contenus. Si tu aimes cet épisode, va donc écouter la bande-annonce pour en découvrir plus sur moi et mes autres contenus. N'oublie pas de t'abonner sur ton appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts par exemple et également sur Spotify et de partager cet épisode autour de toi s'il t'a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si tu aimes mon travail. Tu peux aussi retrouver plus de liens pour rejoindre ma communauté sur Discord, me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux ou me contacter dans les notes de cet épisode. Voilà, il suffit d'aller voir les notes. Un grand merci d'avance et bonne écoute. On est avec Edita, bienvenue. Merci. Edita, tu es la fondatrice de cette entreprise qui s'appelle Malouloute et qui commercialise des kits. Alors des kits premières règles et des kits d'éducation à la sexualité. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors c'est un accompagnement pédagogique, préventif, qui touche nos adolescents pour parler effectivement de leur intimité. Donc on va leur expliquer tout ce qui va se passer jusqu'à l'arrivée des premières règles ou jusqu'au jour J au niveau de la sexualité. D'accord, au jour J. Au jour J, on va pas au-delà. Ça veut dire quoi? Quand on parle de sexualité, on va pas frapper à la chambre pour leur dire coucou, est-ce que ça se passe bien? Oui, c'est... Non, on s'arrête devant. Ok. On va parler de comment t'en es venu à créer cette entreprise. T'es entrepreneuse depuis des années en fait, c'est ça, avant d'avoir monté cette boîte? Ah oui, depuis 2000, hein. Ça va faire 22 ans. Ok, donc c'est pas ta première boîte? Non, c'est ma 3e. Que t'as créée en 2016, donc Malouloute, c'est ça? Oui. Ok. Et en fait, vous l'avez peut-être entendu, j'imagine que vous l'avez entendu avant le début de l'épisode, mais cet épisode est sponsorisé par PayPal et c'est PayPal en fait qui nous a mis en contact afin que tu nous parles un petit peu de la solution de prêt à laquelle tu as eu accès toi. Donc on va également parler de tout ça quoi. Mais la première question que je pose à tous mes invités, c'est Edita, à quoi tu ressemblais quand tu avais 7-8 ans? Oh, curieuse. Oui. Super curieuse sur tout ce qui m'entourait, créative. J'adorais dessiner, j'adorais jouer au ballon. J'aimais toucher à tout. Mais vraiment. C'est toujours émerveillé de tout ce qui m'entourait, de tout. Okay. De tout. Qu'est-ce que faisaient tes parents comme métier? Ils étaient commerçants, très entrepreneurs, donc très pris par le travail, hein, H24. Donc je pense que c'est eux indirectement qui m'ont donné le goût de créer, mais pas forcément dans le travail acharné que eux ont pu faire. Donc j'ai voulu faire l'opposé, en me disant que je ferais tout pas à pas. C'est-à-dire? Quand vous avez des parents à l'époque, parce que je suis née en 73, et donc eux, dans les années 49-50. C'était pas dans les mêmes conditions, donc le travail était vraiment très important. On était 5 frères et sœurs, donc ils avaient besoin de beaucoup travailler, donc on les voyait assez rarement. Et quand ils rentraient, ils étaient super fatigués, donc c'était l'époque d'avant, la génération d'avant. Ok. Et toi, t'as décidé de ce fait-là, et on en parlait un petit peu hors micro parce que je te racontais un peu mon parcours perso que les auditrices et les auditeurs connaissent parce que j'en parle de temps en temps, un peu sacrificiel par rapport à la boîte et tout. Et tu m'as regardé en me disant mais mec, il y a aucun projet qui mérite un sacrifice. Et fondamentalement, t'as raison, mais c'est la philosophie dans laquelle t'as monté cette boîte. Ah oui, même les trois. Enfin, quand on a un projet, quand on a un concept, quand on a une vision, quelle qu'elle soit, j'ai toujours pris le temps de les poser.
Je savais où je voulais aller, mais j'ai pris le temps de les poser pas à pas. Même si vous faites un buzz, même si vous avancez merveilleusement bien, faut vraiment prendre le temps de prendre du recul par rapport à la situation, parce qu'elle peut, en fin de compte, changer du jour au lendemain. Ça m'est jamais arrivé, mais ça peut changer. Et donc, j'ai toujours été toujours dans la prévention, dans l'adaptation et de faire attention à tout ce que je fais pour que tout soit parfait, mais avec mon temps et dans le temps qui m'est donné pour entreprendre. Et ça t'est venu, tu crois, de l'éducation de tes parents, justement, ou du fait que t'as vu tes parents beaucoup travailler, ou tu t'es dit, moi, je veux à la fois avoir cette liberté-là. Non, je voulais pas leur ressembler dans ce travail acharné. Ok. Mais pas du tout. Ah ouais, non, c'était trop. Enfin, à l'époque, tout le monde travaillait, je pense, énormément. Mais l'image que j'ai de mes parents, c'est travailler, mais tout le temps, à être épuisé. Et donc, un épuisement total quand on crée quelque chose, c'est pas en adéquation avec un projet aussi beau comme le mien. Mais alors, tu vois, pour moi, l'un des trucs que les parents te refilent aussi, entre autres, mais c'est le rapport au travail. Et souvent, quand t'as eu des parents qui ont beaucoup travaillé, souvent, ils t'apprennent aussi à no pain, no gain, quoi. Tu vois, faut travailler dur, quoi. Ah bah non, t'as réussi à te... Ah oui, ça non, ils me l'ont appris, parce que pour faire mes études, j'ai dû travailler. Ouais. Donc j'ai travaillé auprès des personnes âgées, donc toutes les nuits. J'ai fait des gardes de nuit pour étudier après la journée. Tu faisais quoi comme étude? Un master en communication. Ok. Ouais. D'accord. Donc j'ai pas voulu que mes parents m'aident, donc j'ai travaillé. Donc ouais, ça ils me l'ont impliqué, ils me l'ont vraiment bien appliqué qu'il faut travailler effectivement pour gagner de l'argent. Et tu travaillais en maison de retraite alors, c'est ça ou... Bah à domicile et en maison de retraite. Ouais. Ok. Pendant 5 ans. Ouais, et c'est pas le métier le plus simple, quoi. Ouais, mais c'était une transmission intergénérationnelle, donc c'est indirectement tout ce qui a parsemé mes expériences dans ma vie et dans mon chemin de vie ont été, en fin de compte, les expériences qui se retrouvent là maintenant dans mon métier. Dans quel sens ? Bah dans le sens où toutes les générations confondues avec le kit Malouloute et le kit Lolz achètent mes kits. J'arrive effectivement à comprendre les besoins des générations. Ok. Parce que tu veux dire, t'as des grands-mères qui achètent pour leur petite fille, c'est ça ? Oh ben ouais. Ah ouais ? Oh ben ouais. Ok, j'aurais pas dit. Les grands-mères qui n'ont pas eu la chance d'avoir un tel accompagnement à leur époque et qui auraient adoré parce qu'à l'époque c'était tellement tabou, on fallait pas en parler. Donc ben les grands-mères, les papas solos, enfin les grandes sœurs, les marraines, les parrains, enfin ça n'a pas de frontières en fin de compte, même d'un point de vue religion, génération, nation, c'est vraiment un kit, en fin de compte, qui est vraiment sociétal, une dimension sociétale assez importante. Ok. On va reparler un peu de comment t'as eu cette idée de créer Malouloute et donc de créer ces kits. Donc tu disais que t'as fait des études de commerce. T'as l'envie de monter ta boîte, toi, rapidement ? Non, pas tout de suite, parce que quand j'ai fini mes études, j'ai rejoint mon mari sur Paris. Et donc, j'ai travaillé pendant pratiquement 4 ans sur Paris dans mon métier, dans mes études. Et je me suis rendu compte que c'était pas le métier que je voulais faire. Donc, j'ai su m'adapter. Donc, on est rentré en Bretagne, parce qu'on vivait sur Paris. Et je pense que c'est dans les 2 mois qui ont suivi, j'ai adoré, en fin de compte, à l'époque, décorer la maison, décorer les appartements. Enfin, mes amis me demandaient des conseils. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en faire mon métier ? Donc j'ai commencé par une boîte de déco, d'architecture. Donc j'ai travaillé dedans pendant très très longtemps, donc avec mon mari, parce qu'on est associés dans les structures ensemble. Ok. Encore aujourd'hui ? Ah ouais. Ok. Bah ouais, mon mari. Voilà une information que je n'avais pas. Mon mari est un pilier. On est tellement complémentaires. On a tout créé ensemble, bien sûr. Ok. Et puis, au bout de 5-6 ans, j'ai voulu que mes créations soient plus rapides. On a besoin, quand on est créatif, de voir l'instant. Et quand vous créez de l'architecture intérieure ou extérieure, ça prend du temps au niveau des travaux, au niveau de la réalisation. Et je me suis dit, tiens, je vais bifurquer sur autre chose. Je vais créer des stands. C'est éphémère pour les salons, pour les entreprises. Donc, une autre cible. Je suis plus dans le particulier, mais dans les entreprises. Et donc là, quand vous créez effectivement des stands... Alors, des stands des stands de déco, tu veux dire ? Des stands d'exposition, ouais. Ok. Pour les entreprises, et puis c'était le résultat au bout de 2 jours. Comment ça ? Quand vous montez un stand, ouais. Vous voyez le résultat tout de suite. Ah oui, ça c'est sûr. Bah oui. Ok. Et ça, c'est un truc que tu as fait pendant longtemps ? Je l'ai créé en 2009 et jusqu'à Malouloute.
Ok, d'accord. Ouais, jusqu'en 2016. Donc tu crées de la déco jusqu'en 2016 à peu près. Mhm. Qu'est-ce qui te fait dire, ok, en fait, la déco, c'est bon, j'en ai assez fait, j'ai envie de me lancer dans ce projet. Ça se passe comme ça ou? Bah quand on entreprend, quand on crée énormément, on crée H24. Même on se rend pas compte, mais c'est toutes nos pensées sont dans Oui. la création, mais tout le temps. Et j'avais besoin que ça bouge. J'avais besoin de quelque chose de nouveau, mais qui rentre effectivement dans la lignée de ce que je faisais. Donc les stands, je me suis dit les entreprises, je les ai pas encore touchées, pourquoi pas? Ok. Et donc je me suis lancée. Donc ça a été une super aventure aussi. Donc t'as fait ça pendant 7 ans. Ouais. L'autre truc que tu m'as mentionné là à l'instant, c'est que t'as monté ta boîte, enfin vous avez monté votre boîte avec ton mari. Mhm. Comment ça se passe la vie entrepreneuriale en couple? Parce que j'imagine que en plus tu parles du fait que t'es tout le temps en train de réfléchir, mais de ce fait-là t'as pas de moment off, parce que même quand t'es dans un moment de couple, j'imagine vous êtes aussi en train de penser à vos boîtes, non, d'une manière ou d'une autre? Bah ça fait 25 ans que je suis avec mon mari, 26. Mm. Et on a toujours tout parlé, on a communiqué dans tout ce qui va être création, projet. En fin de compte, c'est vraiment mon pilier parce qu'il est toujours à mes côtés à me conseiller, même s'il y a des moments, parce que quand on est créa, on peut partir dans des délires assez importants. Puis là, il me conseille. Et puis il me dit là, par contre, fais attention. Et ici, à des moments, me remettre, on va dire, les pieds sur terre indirectement, en me disant, là, par contre, j'attendrai un petit peu. Et là, je lui dis, ouais, t'as peut-être raison. Et en général, il a raison. Ok. Mais quand j'ai un objectif à vraiment très très long terme, il sait en fin de compte qu'il peut pas m'enlever effectivement cette idée pour qu'elle aille jusqu'au bout. Ok. Et comment vous répartissez les rôles? Toi, t'es plutôt la tête créative, c'est ça? Bah, lui a gardé la première structure, hein, il est toujours dans cette première structure qu'il adore. De déco, donc, c'est ça? Ah ouais. Ok. Ouais. Il travaille maintenant, ça s'est vraiment bien développé. Enfin, il est super heureux. Et puis là maintenant avec ma louloute, il m'aide énormément dans tout ce qui va être logistique, tout ce qui va être aspect commercial. Donc non, on est très très complémentaires. Ok. Donc il fait les deux, il mène les deux de front. Ouais. On a Ok. l'habitude. Hein. On a l'habitude de beaucoup travailler, mais de savoir lever le pied. Alors comment vous faites? Bah, ça doit parler, je pense, à beaucoup. C'est que quand, à des moments, vous travaillez beaucoup et quand vous n'en pouvez plus, parce que, enfin, vous êtes peut-être épuisé, peut-être qu'il y a beaucoup trop de choses à faire, vous n'en pouvez plus. Ça m'arrive effectivement de me lever du bureau et juste partir pendant 2 heures pour aller faire un footing ou pour aller marcher. Puis après, je reviens. Puis c'est bon. Ok. C'est savoir prendre le temps de dire stop, là, j'ai besoin d'un repos. Ok, donc c'est au sein d'une journée, tu veux dire même. Ah oui. Non, Oui. c'est pas plusieurs jours à suivre. Non, mais ça pourrait. Bah, pendant les vacances, Ouais, c'est ça. quand on a le temps. Vous partez en vacances de temps en temps, Ouais, tous les étés, au moins 15 jours. que 15 jours. Ouais. Vous avez 15 jours de vacances sur l'année. Ouais, Ok. c'est déjà pas mal. Oui. Et toi? Moi, j'avais 15 jours de vacances à l'époque où j'avais ma boîte avec plein de gens. Là, maintenant, je fais vraiment en sorte de, justement, tu vois, de faire un gros break. Ok. 1 mois et demi, 2 mois. Waouh. Waouh. Oh, j'adorerais. Bah, tu pourrais, hein. Oui. Tu pourrais décider. Ouais, demain. Pas tout de Demain. suite. Non, pas tout de suite, non. Ouais, donc tu vois, tu dis que tu t'es quand même sur un rythme cool, mais l'air de rien, tu t'accordes quand même pas beaucoup de vacances, quoi. On est dans une phase de développement au bout de 4 ans là, avec Ouais. ma louloute qui est assez important. Donc là, j'ai besoin de tout restructurer, de faire une croissance et un développement assez important. Donc d'où effectivement cette possibilité éventuelle de faire une levée de fonds. Donc là, faut travailler oui. dur. Et puis une fois que la levée de fonds sera là, donc ça sera un travail acharné. Donc oui. Comment te vient cette idée en 2016 de créer ce kit? Alors là, c'est merci à ma petite louloute, hein, c'est ma fille. Hein. Oui. D'où le nom effectivement de la marque ma louloute. Elle est rentrée un jour de l'école. Donc Elle avait à peu près. t'as combien d'enfants? 3. T'as 3 filles? Non, 2 garçons et Deux une fille. garçons et une fille. C'est la petite dernière. Ah, ok. Et donc elle est arrivée de l'école et une de ses copines en classe a eu ses premières règles et elle ne savait pas ce que c'était.
Donc en arrivant, quand je l'ai récupérée, elle me dit mais maman, donc elle m'explique la situation de son amie et elle me dit mais maman, si ça m'arrive à l'école, comment je fais? Et donc là, je lui ai simplement expliqué, parce qu'on parle beaucoup, je parle beaucoup avec mes enfants depuis tout petit, je leur ai appris l'échange des émotions, de comment ils se ressentent, de me parler absolument de tout quand ils en ont envie. Et donc là, elle me parle de cette situation et je lui dis écoute, pas de souci, il y a forcément un kit qui existe, donc je vais forcément sur Internet, je cherche, je me dis bon, en France, il y a pas, je prends l'Europe, bon il y a pas, je regarde dans le monde, bon il y a pas. Et là, je me dis mince. Ça n'existe pas. Et je me dis, mais comment font les autres? Et à un moment, donc, le soir, au bout de 2 semaines de recherche, je trouve pas. Et le soir, donc à table, on était tous à table, et puis je dis, écoutez, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Je vais créer un kit première règle pour les jeunes filles pour les accompagner. Et donc là, on a tous commencé à échanger. Donc la première aventure, ça a été vraiment l'échange dans la famille. Donc avec nos 2 garçons, avec mon mari, avec ma fille, et puis qu'est-ce qu'on a rigolé. Parce qu'il y avait des idées qui fusent de partout, parce qu'on est vraiment une famille de créatifs. Et non, c'était vraiment chouette, un super moment. Et tes garçons, ils n'étaient pas gênés de parler de règles? Ah non. Bah non, on parle de tout. On va pas forcément parler de l'écoulement, de la durée, du sang, ces choses-là. On les a pas forcément dites dans un premier temps, mais là, pour eux, c'est complètement normal. Et alors pour les gens qui écoutent, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce qu'il y a dans ce kit première règle? Donc déjà, c'est une très jolie pochette. T'en as plusieurs, c'est ça? T'as plusieurs designs? Ouais, j'ai 12 modèles. 12 modèles que t'as designé toi-même, j'imagine? Ah ouais. J'ai voulu, en fin de compte, créer un univers ludique. Rendre quelque chose qui était tabou et qui l'est toujours, indirectement, en leur donnant la possibilité à ce que ça soit vraiment quelque chose de beau. Mmh. Et donc j'ai voulu créer tout un univers avec des louloutes, donc où des jeunes filles pourront éventuellement s'approprier un des personnages, parce que j'ai pris toutes les caractéristiques qu'il pouvait y avoir au niveau une qui va être ethnologue, l'autre qui va être une grande sportive, donc peu importe effectivement la louloute qu'ils vont vouloir. Tu leur as inventé des histoires, c'est ça? Ouais, c'est raconter le monde au travers des yeux des enfants. C'est la manière dont elles pourront effectivement appréhender tous les sujets de société, quels qu'ils soient, mais au travers de leur âge. Parce que même pour ma louloute, quand vous y pensez, quand on doit expliquer effectivement les règles, et puis je vais revenir sur le contenu du kit, c'est même quand le corps change au niveau de la puberté, que ça soit fille ou garçon, mais je vais parler maintenant des filles, c'est le corps change. On voit les modifications, on n'arrive pas forcément à tout comprendre, on n'arrive pas à en parler. Le corps change, mais pas la tête. Donc, à un moment, il est important de leur expliquer, mais vraiment pas à pas, avec nos mots, avec leurs mots pour qu'ils comprennent. Donc ouais, c'est des choses importantes, vraiment l'accompagnement. Ta fille avait 12 ans, c'est ça? 12-13 ans, j'imagine? Non, elle a eu ses règles environ à 12 ans. Okay. Et puis, c'était 2 ans avant, à peu près à 10 ans et demi. Ok, d'accord. Donc, dès qu'elles ont les premiers changements qui apparaissent, donc que ça soit éventuellement les seins, le développement des seins, les poils, on sait que 2 ans après, les règles arrivent. Donc, il est jamais trop tôt pour en parler, donc avec ces mots selon l'âge, mais il est toujours trop tard si on n'en parle pas. Oui. Donc ça, c'est important. Donc pour le kit, c'est un kit que j'ai voulu avant tout pédagogique. Mm-hmm. Donc à l'intérieur, elles vont trouver un guide qui va leur expliquer tout ce qui va se passer pendant effectivement leur puberté, tous les symptômes qu'elles vont avoir, et puis leur cycle. Tout apprendre jusqu'au jour J, avec des mots simples. C'est une maman qui parle à sa fille. J'ouvre la pochette, comme vous l'entendez. Elles vont trouver aussi, d'un point de vue pédagogique, un calendrier menstruel à 2 faces. Donc d'un côté, c'est comprends tes règles, et de l'autre côté, c'est comprends ton cycle. Et donc non, c'est des super outils pédagogiques d'accompagnement qui, quand vous avez une jeune fille qui peut avoir des règles précoces, par exemple à l'âge de 8 ans, ça permet d'entamer le dialogue et de rentrer doucement, dans un dialogue de l'intime, qui est vraiment très important. Même si la jeune fille ne veut pas, on peut le poser sur le lit. Elle va adorer. C'est comme si vous aviez un repère, quelque chose de sympa, sur quelque chose qui va arriver, qui va durer longtemps. Oui. Et après, donc, dans le... Qui va être pénible en plus, parce que c'est pas cool. Mais non, c'est pas cool parce que... C'est pas cool les règles. Non, parce qu'on
On nous dit en général, enfin moi dans mon expérience, c'est ma grande sœur qui m'a dit, parce que c'était donc les premières règles, parce que moi non plus ma mère n'a pas eu le temps de m'expliquer à l'époque. Et ma grande sœur, je la vois, on était sur le lit, je lui dis punaise j'ai du sang, je sais pas ce que c'est. Et elle me dit t'inquiète pas, c'est normal. Elle me tend une serviette et elle me dit ça va durer 40 ans et tous les mois. Je crois que je me suis mise à pleurer en disant waouh. Et je ne voulais pas ça pour ma fille non plus. Parce que ce n'est pas simplement quand on parle de règles, parce qu'ils vont trouver les premières protections aussi en complément dans le kit. Ce n'est pas simplement tendre une protection, parce que c'est pas ça l'arrivée des premières règles. Parce que tendre une protection, ce n'est pas expliquer ce qui se passe. Et ce qui se passe est plus important que de tendre une protection. Parce qu'on a l'impression que la protection est suffisante. Mais quand on donne une protection, il faut expliquer à sa fille que ses règles seront irrégulières au début, mais vraiment, qu'elle n'aura pas forcément beaucoup d'écoulements et qu'elle a besoin d'appréhender ces écoulements, de connaître son corps. Parce que son corps est prêt, mais pas sa tête, j'insiste là-dessus. Donc on y va pas à pas. Ok. Et donc le kit aide en ça. Il y a un petit livret aussi, c'est ça ? C'est ça, c'est le guide. C'est là où tu viens tout. raconter l'intégralité de ce qui se passe en termes de premières règles. Mais qu'est-ce qu'il m'arrive ? Avoir tes premières règles te semblera plus facile si tu as déjà une idée de ce à quoi t'attendre. Eh bien voilà, c'est exactement ce qu'Edita vient de raconter. Et puis effectivement, il y a des petites lingettes et il y a des protections. Il y a 3 serviettes jour, 3 serviettes nuit. Donc j'ai essayé effectivement de mettre une large gamme. Donc 3 protège-slips et 3 linges intimes pour vraiment appréhender le côté hygiène. C'est très important. Volontairement, je n'ai pas mis de tampons car beaucoup de mamans m'ont posé la question à savoir pourquoi vous ne mettez pas des tampons. Donc je le conseille encore aux parents, ne mettez pas des tampons. Elle a largement le temps, au bout d'1 an ou 2 ans, de mettre des tampons. Il faut d'abord qu'elle apprenne à connaître son corps et le reste suivra quand elle sera prête. Ok. Est-ce que le kit dans sa première version ressemblait à ça ou alors tu l'as amélioré petit à petit ? Non, dans la première version, si, il a toujours ressemblé à ça et après je l'ai effectivement amélioré. Pas dans son contenu, mais dans le design. J'ai rajouté de différents modèles pour qu'il y ait plus de choix. Et dans certains peut-être textes, mais pas trop, parce que j'ai eu un comité en fin de compte de professionnels de santé quand même, gynécologues, sages-femmes, infirmières, qui ont validé puis corrigé avec moi le calendrier puis le guide. D'accord. Donc rien ne sort tant que c'est pas validé. J'ai mis quand même, pratiquement 3 ans en recherche et développement avant de le sortir. Ah oui. Ah ouais. Les prototypes, j'ai dû en créer plus d'une 50aine. Ah ouais. Ah bah ouais. Mais alors tu faisais comment ? Tu les testais, c'est ça, auprès de jeunes filles ? Bien sûr. Et puis il fallait trouver le bon format. Donc ce format-là a été créé pour rentrer dans les sacs à dos Eastpak, dans la petite pochette avant. Donc tout devait être effectivement calibré, trouver effectivement les bons fournisseurs. Donc non, c'est une aventure qui a été assez longue. Et même pour le kit LOLS, le kit d'éducation à la sexualité, j'ai mis 2 ans. Et ta fille, elle servait de bêta-testeuse, c'est ça ? Alors tu l'as... Ah bah ouais, même ses copines. C'est vrai ? Mais oui, mais bien sûr. Ok. Ça a créé un lien particulier entre vous Non, on l'a toujours eu. Non, on est comme ça dans la famille. J'ai la chance d'avoir su apprendre à mes enfants depuis tout petit, parce que tout s'apprend depuis le plus jeune âge, c'est de les comprendre. De me dire, en fin de compte, qu'ils ont chacun leur personnalité, je ne peux pas imposer quelque chose. C'est juste, en fin de compte, leur donner la main et les guider dans leur chemin qui leur est propre. C'est pas le mien, c'est le leur. Mais je suis leur maman pour les aider. Donc avec leurs mots, avec mes mots, mais j'ai des enfants, ils me parlent de tout. Ils me parlent de tout. J'ai la chance, effectivement, d'avoir des... On est très complices, ouais. Ok. Comment t'as créé ce lien avec tes enfants au fil de l'eau ? C'est naturel, je sais pas. Je sais pas comment... quand vous communiquez assez facilement, quand il n'y a pas de jugement, quand vous parlez librement, vous les laissez s'exprimer, vous n'avez pas besoin d'imposer certaines règles, des paroles, laissez-les grandir à leur manière. S'il y a des moments, peut-être, où ils dévient un petit peu sur le chemin, on est là, effectivement, pour les reprendre, mais... Ouais, chaque enfant a sa personnalité. Ok.
Tu sais, j'ai un podcast Histoire de Daronne où je fais parler des mamans, donc c'est pour ça que ça m'intéressait de me demander un petit peu. Je me demandais un petit peu comment t'avais créé cette relation-là, quoi. Tu disais aussi que t'as créé un kit par rapport à la sexualité, c'est ça? Ouais, c'est la suite. Parce que je me suis toujours attelée sur, en fin de compte, les étapes importantes de nos adolescents et qui concernent l'intime. Donc c'est vraiment, en fin de compte, des kits de l'intimité, si on pouvait les appeler comme ça. Et donc j'ai souhaité faire la deuxième étape, qui est importante. Donc je m'attelle vraiment aux étapes importantes. C'est le kit d'éducation à la sexualité. Donc ce kit d'éducation à la sexualité, c'est la continuité de ma louloute. Ok. Donc là, j'ai créé effectivement 3 kits en un. Je le voulais différent. Un kit pour elle, un kit pour lui, un kit pour eux quand ils se retrouvent. Et donc on part dans la même stratégie de pédagogie, d'accompagnement. Et ils vont trouver effectivement tout ce qui va être pédagogie et puis premier produit en termes de besoins. Et quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans alors? Vous avez 3 guides et non qu'un seul. Vous avez des préservatifs et pareil un calendrier de cycle qui est différent parce que la jeune fille a grandi. Donc et puis un cadeau pour eux quand ils se retrouvent pour parler effectivement d'eux. Et ce qui est important dans ce kit-là, c'est que j'ai mis l'accent sur la connaissance de soi. Celui-là, c'est ça. Ouais. Donc dans le L. Ça n'est pas du tout radiophonique, mais je suis en train de regarder. Donc dans L, quand elle va ouvrir le L, la jeune fille, elle va comprendre sa puberté, comment elle grandit. Mais ce qui va être vraiment intéressant, c'est qu'elle va comprendre comment l'homme grandit. Donc j'ai inversé les rôles. J'ai souhaité, en fin de compte, à ce que la jeune fille apprenne à connaître l'autre. Et vice-versa pour le lui. Et après, dans le nous, ils arrivent à se comprendre. Ce qui était important, c'est que, un des sujets majeurs que j'aime, c'est vraiment la connaissance de soi et la connaissance de l'autre pour après, effectivement, bien avancer. Ok. Il n'y a rien de plus important. Est-ce que tu as prévu un kit pour les garçons qui aiment les garçons ou les filles qui aiment les filles? Alors, on m'a souvent posé la question. Ce qui serait intéressant, c'est que les personnes devraient vraiment prendre le kit LOLS, car dans le kit LOLS, même si c'est marqué il, elle et nous, on apprend à la jeune fille ou au garçon à s'aimer. Mais vraiment, en fin de compte, apprendre à s'aimer, chose qu'ils ont oubliée peut-être depuis tout petit. Et donc là, à l'intérieur du kit, et dans le lui et dans le elle, effectivement, on leur apprend à aimer, peu importe le sexe. À s'aimer, à aimer l'autre, tu veux dire? À aimer l'autre, qu'elle soit fille ou garçon, c'est peu importe. D'accord. Mais apprendre à s'aimer et à se comprendre. Ok. Donc oui, effectivement, ils trouveront les réponses à toutes leurs questions. Même s'ils aiment garçon, garçon, fille, fille, c'est pareil. Ok. Il y a pas de frontière là-dessus quand on aime. Comment t'en es venu à créer ce kit en rapport avec la première sexualité à partir de Maloul? C'est ta fille encore qui est venue dire, au fait? Et j'avais mon deuxième. Ah, t'avais ton fiston pour le coup. Oui, le deuxième. Le deuxième qui était en âge. Donc là, c'était pareil, c'était une histoire de famille. Vous imaginez même pas, je me rappelle même plus de toutes les anecdotes qu'on a pu parler, mais... Je veux bien... mais... Tu peux raconter ici, on a le temps. Hein. Non, parce qu'ils avaient en fin de compte un terme assez... ils parlaient vraiment ado. Et c'est vrai que c'est un langage que j'aurais dû peut-être m'approprier pour rédiger les guides, mais c'était pas forcément évident pour moi. Je ne sais pas. Je parle comme une maman, je parle effectivement comme une experte, mais quand je parle à mes enfants, je n'arrive pas à parler comme eux. Ouais. Je n'arrive pas. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Par contre, mon mari est un expert là-dessus. Ok. Ah, j'ai trouvé ça impressionnant. Je veux dire que lui, il parle comme eux, c'est ça? Il s'approprie les expressions et le langage. Ah ouais. Donc il fait un peu le daron qui fait yo les ça. jeunes, ça boum, ça gaze. Ouais, lui il comprend. Ouais, c'est ça. Et très bien. Et ça existe depuis quand alors le kit Depuis 2019, fin 2019. Ok. Et c'est un sujet encore plus tabou que les règles. Ah bah oui. Parce que les règles, j'ai l'impression que ça fait un petit moment qu'on en parle de plus en plus sociétalement sur les réseaux sociaux, etc. Alors en 2016, c'était le début. Au début, en fin de compte, quand je l'ai lancé, c'était encore très tabou. Donc depuis, à l'époque, au niveau statistique, on avait une femme sur 2 qui n'a jamais osé parler de ses règles avant l'arrivée de ses premières règles. Wow. Et donc là, tout récemment, depuis à peu près 1 an, il y a une autre étude qui vient de sortir. Donc là, on est arrivé à une femme sur 3. Donc ça veut dire que ça commence à diminuer. Donc c'est plutôt prometteur. Mais ce qui est intéressant et ce qui est dommage, c'est qu'on va parler beaucoup de précarité menstruelle. Donc précarité menstruelle, donc ça va être tout ce qui va être besoin, de nécessité, parce que c'est vrai que
c'est pas forcément évident. Mais ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent, ça on est complètement d'accord. Mais personne ne parle de la précarité de l'éducation menstruelle et sexuelle, qui est un sujet encore plus tabou pour moi, à mes yeux, que tout ce qui va être effectivement produit. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? L'éducation menstruelle et l'éducation à la sexualité sont des choses qui ne sont pas forcément innées. Vous allez avoir effectivement les professeurs qui vont donner certains cours au niveau de tout ce qui va être cycle, puberté, mais qui ne vont pas forcément approfondir. Les cours d'éducation à la sexualité, qui sont obligatoires, au moins 3 cours par an et par tranche d'âge, ne sont pas forcément prodigués. Plus. Vous avez... Non, puis ils n'y arrivent pas. Parce que ce sont des sujets qu'on n'ose pas... ils n'osent pas, en fin de compte, en parler. Ils ne savent pas comment parler. C'est un sujet, en fin de compte, et c'est des sujets qui vont être éternellement compliqués. Quand on touche l'intime, c'est compliqué. Mais pourtant, il suffit d'avoir des mots simples. Il suffit, en fin de compte, de parler avec sincérité, naturellement. Et je pense que la jeunesse nous entend. Ok. Moi, ce qui m'intéresse dans ta logique, là, c'est d'avoir fait en sorte de créer un kit à la fois pour les garçons et pour les filles, et surtout d'avoir un kit pour les deux. Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu énormément d'éducation aux règles à la première fois pour les filles. Mais qu'en fait on laisse toujours un peu les mecs de côté et en fait je trouve ça intéressant, tu vois, que t'aies à un moment donné que tu te sois dit ok, en fait ça vient aussi d'une demande de mon fils, et que en tant que maman tu te sois dit en fait c'est un vrai sujet, et bien sûr il faut éduquer les garçons à la sexualité, à comment marchent les filles, et je trouve ça génial d'avoir trouvé une façon de parler de l'autre en fait. Parler de l'autre, c'est important parce qu'il n'y a pas simplement l'étude de la féminité qui est importante, c'est l'étude de la masculinité. L'étude de la masculinité, en fin de compte, personne ne s'approprie le sujet. Parce qu'on a ce sentiment que les garçons, quand ils naissent, ils n'ont pas le droit de montrer leurs émotions, ils doivent être forts. On leur apprend pas effectivement que se comprendre soi et avoir des émotions, c'est normal. Comme une fille, c'est pareil. Puis en fin de compte, quand ils vivent la puberté, c'est pareil pour l'homme. Le garçon, quand il grandit, c'est pareil. Il a la voix qui mue, il a de la pilosité, il a en fin de compte des écoulements au niveau du sperme. Assez précoce, comme les filles au niveau des règles. Donc il n'y a pas forcément de différence, et je ne souhaite pas faire de différence. Parce que pour moi, filles et garçons, ils doivent avancer ensemble. Puis après, peu importe leur choix, mais apprenez à vous connaître. C'est important. Et alors toi, en tant que maman, t'as aucun problème à parler de ça avec tes fistons? Alors avec ta fille, je peux comprendre parce qu'il y a un truc de transmission, mais avec tes fistons aussi, pas de problème. Ah ouais, non, mais aucun. Okay. C'est vrai que mon mari avait plus de mal au niveau de la sexualité, au niveau des garçons, et moi, je leur parlais assez naturellement, et même là, quand j'ai créé le kit, on a revu tous les sujets, absolument tout, surtout tout ce qui va être prévention, parce que tout ce qui est même maladie, on en parle de moins en moins, et pourtant c'est tellement important, parce que faut savoir que la jeunesse d'aujourd'hui, elle zappe. Avec les réseaux sociaux, ils ont l'impression que cette éducation se fait... Ils savent pas à qui en parler. Donc le premier choix, c'est soit leur entourage, soit éventuellement leurs parents, s'ils arrivent à en parler assez facilement, ou soit éventuellement les réseaux sociaux, et éventuellement Internet. Mais sur quoi ils vont tomber ? Ah bah ça, Mais ouais. C'est Internet. Bah c'est Internet, bah oui. Il y a du bon et il y a du moins bon. Mais ouais, et pourtant la sexualité, ça devrait être quelque chose de beau. Mais par contre, faut faire attention, prévention. Apprenez vraiment à vous connaître, apprenez l'hygiène, apprenez la prévention, apprenez tout. Et tes fistons, ils n'ont pas de problème avec leurs émotions. Alors tu leur as appris à pleurer, c'est un sujet qui me touche aussi à la masculinité. Ouais, c'est pour ça que ouais, je leur ai appris en fin de compte à exprimer ce qu'ils ressentent. Donc, s'ils ont envie effectivement de pleurer, ils pleurent. S'ils sont en colère, je vais leur demander pourquoi ils sont en colère. Ils auront toujours, en fin de compte, au niveau des émotions, quand les émotions arrivent, elles ont forcément un facteur déclenchant. Donc, c'est à nous, en tant que parents, quand on voit ces signaux, de leur poser la question. S'ils veulent pas en parler, il faut les laisser tranquilles. Mais il y aura forcément un moment propice où on pourra discuter avec eux. On ne se rend pas compte, mais quand on est ouvert avec nos enfants, on remarque tous ces signaux. Et on aura toujours le bon moment pour en discuter. Mais jamais passer à côté. Quand on ressent une émotion avec nos enfants, c'est bien d'en discuter. C'est dur, hein. On n'est pas éduqué. Tu parlais d'éducation
à la sexualité, d'éducation aux règles, etc., menstruelles, mais on n'est pas non plus éduqué aux émotions. Hein. C'est pas une éducation. Les émotions, ce sont des sentiments. C'est quelque chose qui est naturel, hein, comme les règles. Donc quand on a ce genre d'émotions, c'est important de pouvoir les exprimer à sa manière. Donc soit ça va être verbal, soit ça va être avec des pleurs, soit ça va être, je sais pas moi, avec une colère, soit peu importe en fin de compte l'état d'expression de ces émotions. Mais après, je veux dire un langage. Il n'y a rien de tel qu'un langage. Ou bien simplement dire « je suis là ». Dès que tu veux, je suis là. Enfin, c'est compliqué quand vous le rendez compliqué, quand ça vous paraît insurmontable. Mais dites-vous que c'est... Prenez les choses simplement. T'as connu un buzz avec ma louloute, pour revenir dans l'histoire de ta boîte. Bah, je m'attendais Comment pas... tu l'as vécu ? Bah, je m'attendais pas à ça. C'est vrai que... Parce que tu connais pas trop Internet, hein, pour expliquer un peu. Non, non, c'est pas que je connais pas, c'est que j'ai une équipe qui est dédiée pour tout ce qui est réseaux sociaux et puis effectivement communication. C'est vrai que c'est rare que je parle. Hein, Merci de nous faire... Non, mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et donc non, quand effectivement on a fait un buzz médiatique au tout début, parce je suis l'inventeur effectivement du kit première règle, du kit d'éducation à la sexualité, tout allait très très vite. Et le fait que ça aille très très vite et le fait que j'ai grandi puis fait quand même les choses posément, j'ai voulu prendre du recul en me disant ça va trop vite. Il y a beaucoup de choses. J'aurais pu effectivement développer puis vraiment très très rapidement, même plus à l'époque en faisant une levée de fonds d'entrée de jeu. Mais j'ai voulu prendre du recul en voyant si la société effectivement était prête à ce genre de produit, parce que je n'ai pas avec les produits que j'ai créés, je n'ai pas voulu créer un besoin. J'ai voulu combler un besoin et combler un vide. Que tu n'avais toi-même pas trouvé, la preuve, tu cherchais sur Internet exactement. Pour ta fille et tu n'as jamais trouvé. Donc voilà, donc j'ai voulu prendre du recul et puis là il est temps effectivement que je m'attelle effectivement à ce développement qui s'accélère assez remarquablement. Mais tu veux dire que la boîte est en train de se développer, c'est ça Donc tu as sorti ça en 2000, en gros ton premier kit en 2017. 2017. Ouais, fin 2017. Et en fait pendant 5 ans, tu as la sensation d'avoir testé un peu les choses, c'est ça ? J'ai testé, je me suis entourée surtout d'experts extérieurs pour effectivement connaître les autres besoins. Donc on a beaucoup de projets en développement, énormément, qui sont en train d'arriver. Parce qu'il y a beaucoup de choses dont je vais pas en parler maintenant parce que ça va arriver. Il y a des surprises. Oui, c'est l'effet surprise que ça va arriver. Donc il y a beaucoup d'autres choses qui vont arriver dans l'année qui suit. Ouais. Et alors, l'idée d'avoir créé le kit du rapport sexuel est venue dans la foulée, c'est ça ? Non, c'était d'entrée de jeu. Je savais, en fin de compte, en créant ma louloute, que j'allais créer le kit d'éducation à la sexualité à venir. D'accord. Et l'étape d'après, c'est quoi alors ? C'est le kit du premier emménagement, parce que tu es en train de... Non. Enfin, il y a un autre kit, là, je peux l'annoncer. Ça sera effectivement le kit de la périménopause et la ménopause. J'ai été ménopausée précoce, à l'âge de 40 ans. Et c'est vrai que je ne savais pas ce que c'était. Donc je l'ai appris, je l'ai expérimenté. Et donc, je pourrais en parler. Ok, d'accord. Ça, c'est en fin de compte l'étape... c'est comme tu disais, la fin... c'est la fin, c'est le cycle qui se termine. Ouais, le début et la fin. Mais il y a plein d'autres nouveautés d'un point de vue pédagogique pour accompagner les institutionnels qui va arriver. Ouais. D'accord, parce que tu me disais aussi que t'as plein d'institutions en fait qui viennent te voir avec ma louloute, c'est ça ? Ouais, bien sûr. Parce qu'en fin de compte, ma louloute et LOLS deviennent des repères. C'est important de se dire que on n'achète pas simplement un produit parce que c'est pas un produit, c'est vraiment un repère, une pédagogie. Ça, j'insiste bien là-dessus. C'est n'hésitez pas en fin de compte à les prendre pour amorcer le dialogue avec votre enfant. N'hésitez pas à avancer, à communiquer, à prévenir, à faire de la prévention. Enfin. Oui, tu le vois plutôt comme un support que comme un truc qu'on achète et qu'on donne à sa fille en disant ça serait le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à son enfant. Ah, carrément. Ah ouais. Ok, non mais ce sont les plus grandes étapes de leur vie. Oui, je suis d'accord. Et s'il y a des moments où on n'arrive pas à communiquer,
Donc, amorçons la communication avec ce genre de kit qui est pour eux important. Ok. Et les institutionnels donc viennent te commander des Oui, kits, c'est ça? Ouais. Pour mettre dans... dans les collèges, dans les lycées, pour les personnes en situation de handicap aussi, chose qui est importante. D'accord. Donc, je suis... Ouais, je suis ravie. Tu m'as parlé du développement de ta boîte et c'est le moment des envies que t'as pu avoir, etc. C'est le moment de parler de notre sponsor, qui est PayPal. Et en fait, l'une des raisons pour lesquelles t'es là, c'est que t'as fait appel à la fonctionnalité que PayPal propose, qui permet de pouvoir faire un prêt pour les entrepreneurs. En l'espace de, tu m'as dit 3 clics, c'est ça? Ouais, c'était 3 clics. J'ai reçu un mail de PayPal en disant que le financement pro PayPal était donc présent. Et je me rappelle, j'étais avec mon mari, puis je savais pas ce que c'était, donc je suis allée voir. Et en regardant effectivement la manière dont ça a été fait, donc je pouvais effectivement prétendre avec mon antériorité avec PayPal, parce que mon site internet effectivement a cette fonctionnalité de pouvoir régler avec PayPal directement. Et ce qui a été vraiment super intéressant, c'est qu'au bout de 3 clics, on va dire 4 pour après effectivement l'avoir sur le compte, tout a été fait. Et c'est vrai qu'auprès des institutions traditionnelles, des banques traditionnelles, c'est pas le cas parce qu'on a beaucoup de paperasse, de l'administration. Faut à chaque fois éventuellement donner des dossiers. Et avec PayPal, ce qui a vraiment été génial, enfin surtout pour les entreprises comme la mienne, des startups, c'est que ils se basent sur un historique. Donc ils savent comment fonctionne la société, ils le savent. Dans les banques traditionnelles, c'est différent. Même s'ils le savent, il faut toujours plus. Oui. Et le toujours plus, dans mon métier à moi, je n'ai pas le temps. J'ai besoin de développer ma structure, j'ai besoin effectivement d'avoir une expertise, mais une expertise rapide. Et donc, cette banque alternative comme PayPal, pour moi, a été vraiment une révélation. J'étais là en train de me dire, mais pourquoi les autres ne font pas pareil? Mais vraiment. Donc non, ça a été super simple, super... j'ai rien à dire. Et puis, pour le remboursement, ce qui est important, pour le remboursement, il se base sur votre passé, en fin de compte. L'historique de transaction, c'est ça, j'imagine? Exactement, donc l'historique de transaction. Et puis après, ils prennent un pourcentage. Donc vous avez... rien à faire. C'est $1 ou quasi, parce qu'en fait, tu récupères tu rembourses l'argent au fil de l'eau. Mais tout à fait. Tu t'as emprunté combien et t'en as fait quoi de cet argent? Alors, je l'ai utilisé pour le marketing. Je voulais vraiment faire une stratégie de marketing, donc ça tombait vraiment à point nommé. Et puis, j'ai emprunté 6 500 €. Ok. Et donc là, au bout de 4 mois, ça a été remboursé. Et donc là, depuis, en fin de compte, j'ai refait une autre demande. Et là, ça a été encore plus rapide, donc ça a été encore accordé. Mais je ne vous donnerai pas le montant. Pourquoi? Parce que c'est aux entrepreneurs de découvrir cette solution quand même qui est assez géniale. Mais donc, en fait, ce qui est cool, c'est que de ce fait-là, tu vas emprunter de l'argent pour développer ton marketing, qui va t'amener des ventes, et qu'en fait, sur ces ventes-là, tu vas réussir à rembourser finalement le prêt, quoi. C'est un peu mathématique. C'est mathématique, mais c'est surtout la solution qu'il faut... c'est la solution en elle-même qui est quand même assez extraordinaire. C'est... vous n'avez pas de paperasse. C'est immédiat. C'est rapide. Et c'est une histoire de confiance. Ce qui est important, c'est qu'en voyant l'historique, il y a une histoire de confiance sans même nous connaître. Ils connaissent l'historique des transactions, mais ils connaissent pas la chef d'entreprise. Mais ils font confiance. Et pour moi, ça, c'est très important. À l'époque... j'insiste là-dessus, on donnait juste une poignée de main et la confiance était là. Et dans le 21e siècle, c'est plus ça. C'est un peu plus compliqué pour les entrepreneurs, surtout vu l'état actuel. Je les encourage. S'ils ont la possibilité, mais foncez, quoi. Ok. On est donc avec Francis Barrel. Salut Francis. Hello. Francis, t'es le DG de PayPal France, c'est ça? Oui, Fabrice, c'est ça, exactement. Et donc, déjà, je voulais te remercier pour le sponsoring de cet épisode, parce que moi, en tant que créateur, ça m'aide à faire en sorte de pouvoir continuer à financer mon activité. Donc ça, c'est super. Et donc, je remercie d'une manière générale, tous les annonceurs qui veulent bien venir annoncer dans mes podcasts. Avec grand plaisir. C'est trop cool. Donc, on a entendu parler, Edita, de son expérience personnelle, et je trouvais ça cool de pouvoir t'avoir toi
là pour venir parler du côté de PayPal, en fait, et de pourquoi vous avez lancé cette solution et qu'est-ce que ça a apporté, quoi. Effectivement, donc Edita a utilisé notre produit qui a été lancé il y a quelques mois, qui s'appelle Financement Pro, PayPal Financement Pro. Et en fait, on le voit dans la manière dont elle a trouvé le produit et dont elle l'utilise, pourquoi on l'a lancé, en fait. Donc, on l'a lancé pour les PME, pour les aider à grandir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle l'a utilisé pour du service marketing. Elle l'a pas utilisé pour financer quelque chose de physique. Et c'est vrai que les banques, je dirais les acteurs traditionnels préfèrent financer du stock. Nous, on est très ouverts. En fait, on veut financer la croissance des entreprises. Donc, c'est pour les PME. 2, en fait, on veut les accompagner dans leur croissance. Et c'est justement, en général, quand une entreprise va très bien, qu'elle a le plus de mal à trouver des financements ou en tout cas à avancer. Et 3, en fait, on voulait surtout lancer un produit innovant qui soit très facile à utiliser, qui soit instantané pour la réponse, qui soit à un prix très, très compétitif, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de taux d'intérêt. Ça, c'est fou. Voilà. Et surtout, on pensait pas. Alors, on savait qu'il y aurait une pression inflationniste. L'année dernière, on voyait les choses venir, mais on n'imaginait pas à quel point le produit arriverait à point nommé pour les entrepreneurs. Alors, vous faites un truc génial, c'est que par exemple pour Edita, c'est super simple parce que elle emprunte de l'argent pour financer des commandes sur lesquelles elle finit par vous rembourser, par rembourser son crédit, en fait. Alors là, il y a soit financer des commandes et donc du coup des matières premières ou des produits pour. Pardon, je parlais du marketing. Mais voilà, exactement. Oui, tout à fait. Pour ramener des commandes. Et en fait, effectivement, ta question est intéressante sur la manière dont c'est remboursé. C'est-à-dire que nous, c'est pas remboursé mois par mois avec un tarif fixe. C'est remboursé sur le chiffre d'affaires. Et donc, c'est là où c'est très intéressant pour 2 raisons principales. La première, c'est que l'activité, elle peut augmenter ou elle peut baisser. Et donc, si le remboursement, il est fixe alors que l'activité, elle a baissé, la pression financière pour l'entrepreneur peut être très importante. Bien sûr. Et donc, nous, on a voulu le rendre, en fait, malléable ou en fonction, du coup, du chiffre d'affaires. Et c'est justement, en fait, le deuxième élément, c'est que le remboursement se fait en fonction du chiffre d'affaires PayPal. Et donc, plus le chiffre d'affaires augmente, plus le remboursement va se faire rapidement. Et s'il diminue, en fait, le remboursement diminuera et il y aura moins de pression financière sur l'entreprise. Donc, Edita, elle a pu le rembourser en 4 mois, je crois. Ce qui fait que ça s'est fait tellement plus vite que ce qu'elle se pensait qu'elle a demandé un deuxième prêt qui a été accordé aussi rapidement. Et elle a pas voulu dire le montant. Elle est restée très secrète pour. Je crois que très gentiment, elle a voulu faire du teasing. Elle voulait que les entrepreneurs aillent voir sur notre site quels étaient les montants possibles pour les emprunts. Et effectivement, vous remboursez sur le fait sur les commandes et en fait à chaque fois que les gens passent par PayPal pour pouvoir commander, c'est ça? Voilà, en fait, c'est-à-dire que nous pour offrir ce prêt, en fait, pour que l'entrepreneur puisse y souscrire, on va faire une analyse en fonction de l'historique de PayPal, ce qui fait qu'on demande même pas de documents en plus. Mais effectivement, pour le remboursement, ça se fait sur le chiffre d'affaires. Donc c'est très régulier et aussi c'est très transparent puisque l'entrepreneur peut voir sur son compte PayPal qu'est-ce qui est retiré de chaque vente pour rembourser le prêt. Ok, et donc effectivement, comme elle le disait, tu confirmes que c'est vraiment 3 clics et enfin, elle dit 3 clics, mais je sais pas exactement si c'est 3 clics, mais. En fait, c'est très rapide parce qu'encore une fois, quand on a lancé ce produit, ce service, l'objectif était pas de concurrencer les acteurs traditionnels, c'était de les compléter. Et c'est ce que je disais en introduction, c'est que c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui pour ces acteurs traditionnels de financer des biens digitaux, par exemple, ou des services digitaux de type marketing. Mais en plus, c'est vrai que il y a de moins en moins d'agences bancaires où les entrepreneurs peuvent rentrer pour demander ce type d'emprunt. Donc nous, on est là un petit peu pour combler ces vides bancaires et on est là pour aider les plus petites entreprises qui sont un peu délaissées, on va dire, par les acteurs traditionnels. Très compliqué. Et on est très content de laisser les plus grandes aux acteurs traditionnels. Nous, on est là pour servir les PME et pour les accompagner dans leur croissance. Oui, puis surtout l'aspect pas de documents, pas de paperasse, etc. Ouais. Ça, j'imagine que c'est un gros plus, quoi. Quand t'as pas le temps, en fait, de gérer ça, quand t'as une petite boîte. Je pense, tu le disais toi-même, hein, toi-même, tu es un entrepreneur, tu nous remercies pour le sponsoring. Donc, je pense qu'en fait, c'est bien que tu aies des sponsors qui viennent t'accompagner. Et pour un entrepreneur, en fait, d'aller commencer à faire plusieurs agences bancaires, de regrouper 6 mois d'historique pour un prêt, c'est pas le but d'un entrepreneur. Lui, il est là pour agir, pour créer. Et nous, on est là pour les accompagner, justement. Tu me parlais d'un package aussi, de quoi Ouais, alors, en fait, c'est vrai que nous, on sert les PME depuis 1998, depuis que PayPal s'est lancé dans le monde et depuis 2004 en France. Et en fait, l'idée, c'est que PayPal Financement Pro est juste l'un des nombreux services qu'on propose aux entreprises aujourd'hui, en particulier pour les PME. On a racheté il y a quelques années
Zettle, enfin Zettle à l'époque, mais maintenant Zettle aujourd'hui, qui propose des petits terminaux de paiement mobiles à partir d'une 50aine d'euros et qui sont du coup très faciles à acheter et à intégrer dans son business, surtout quand on est un entrepreneur de la mobilité. Voilà. On a aussi lancé le paiement fractionné, donc le paiement 4 fois sans frais pour les consommateurs et qui sont sans frais supplémentaires au-delà de la transaction PayPal pour un entrepreneur. Et donc, ça lui permet de pouvoir proposer ce type de paiement à ses acheteurs sur son site internet sans qu'il ait besoin de faire une intégration. Et après, on a aussi le paiement par carte aujourd'hui, parce que c'est vrai que PayPal est connu pour le paiement wallet PayPal, mais on a le paiement par carte. Donc, du coup, c'est vrai que là, Edita, elle a bénéficié, elle a souscrit à PayPal Financement Pro, mais l'objectif, c'est vraiment de proposer le plus de services possible et à chaque fois dans l'innovation. Donc, des choses qui sont pas nécessairement très courants sur les marchés où on est présent, pour aider les entrepreneurs à grandir. Ok, donc c'est pour les gens qui ont des entreprises ou qui seraient intéressés par vos services, j'imagine que ça se trouve sur PayPal. Sur paypal.fr, exactement. Voilà, trouver tout à fait. Ce que vous voulez. Voilà, ou sur Google aussi. Sur Google. Ouais. Merci beaucoup, Francis. Voilà. Cool. Merci, Fabrice. Donc ouais, tu disais, il y a des projets maintenant, tu es en train de t'imaginer aller lever des fonds, etc. J'ai l'impression que tu t'es un peu prise au jeu de l'entrepreneuriat et de te dire, ok, en fait, ce truc-là se lance, j'ai envie d'en faire quelque chose de grand, d'international, etc. Tu me disais que t'as vendu très vite à l'international, c'est ça? Ouais, 20% du chiffre d'affaires est parti directement à l'international, ouais. Wow, parce que c'est une demande mondiale. Ce sont la manière dont j'ai conçu et développé ces produits-là. C'est des outils pédagogiques que le monde entier effectivement attend. Ça n'a pas de frontières, c'est ce que je disais. Donc t'as créé quoi? T'as créé My Louloute ou Non, c'est Ma Louloute. C'est toujours Ma Louloute. Okay. Et donc quand on va partir, on est toujours dans les pays francophones. Okay. Donc tout ce qui va être Luxembourg, Belgique, Canada, et tout ce qui est à l'international, j'ai la version anglaise et espagnole. Ok. Mais c'est toujours la marque Ma Louloute et Lols. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles je t'ai pas amené, dont tu aurais bien aimé parler dans le podcast? Non. 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 Je sais, j'aime bien poser cette question. Je sais pas. Non. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. Edita, pour ce moment passé en ta compagnie, pour la découverte de tes produits, et puis bravo pour tout ce que tu as fait. Et encore une fois, je trouve ça vraiment tellement cool d'avoir créé un kit spécial pour les garçons, les filles et pour nous. Enfin, franchement, c'est tellement, pour moi, ça, t'es dans le top de la modernité, quoi. Non, mais bien, wesh. Ouais, merci. Un grand merci, salut. Salut. Un grand merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner au podcast dès maintenant pour ne manquer aucun épisode. Tu trouveras tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Tu pourras également retrouver chaque veille d'épisode un extrait qui, je l'espère, te donnera envie d'écouter l'épisode complet le lendemain. Si tu découvres et que tu aimes ce podcast, tu devrais aussi aimer mes autres podcasts. Je t'invite donc à aller voir dans les notes de cet épisode ou sur fabflorent.com, fabflorent.com. Tu verras, il y a tout un choix. Je te mets aussi dans les liens comment t'abonner à ma newsletter où je t'envoie régulièrement des nouvelles, comment te connecter à mon Discord, comment me contacter ou encore mes différents réseaux sociaux, etc. Voilà, tu l'as quoi. Merci encore pour ta précieuse écoute et d'ici au prochain épisode, je te souhaite une très belle vie.